micros et vos caméras. Alors, je suis Manon Pedroni, je suis directrice adjointe en charge de l'innovation au pôle Mer Méditerranée et je vais animer ce webinaire. Donc, ce webinaire, en fait, il vise à vous donner des informations sur les prix EDF Pulse qui concernent l'éolien flottant en Méditerranée en 2023. Et ce webinaire est organisé en présence des représentants des différentes entités du groupe EDF, les délégations régionales PACA et Occitanie, EDF Renouvelable et la partie R&D. Durant ce webinaire, en fait, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. Donc, vous pouvez écrire vos questions et puis on les reprendra en fait en fin de webinaire pendant la session de questions-réponses. L'idée, c'est de réaliser une foire aux questions qui sera disponible à l'issue du webinaire sur un site web que je vous indiquerai à la fin de cette réunion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat et puis je les lirai à la fin du webinaire ou bien je vous inviterai à les poser en activant votre micro. Alors, ce prix est lancé par EDF avec un certain nombre de partenaires que vous pouvez découvrir sur cette slide, hein. Des partenaires institutionnels comme la région Sud, par exemple, ou d'autres partenaires comme Provence Grand Large, bien sûr le pôle Mer Méditerranée, et puis tout un tas d'acteurs présents sur les régions Sud et Occitanie. Alors, ce prix a été lancé en janvier, le 30 janvier, à Marseille, pour la partie Provence-Alpes-Côte d'Azur, en présence de représentants de la région, Monsieur Madrol, et puis de différents représentants des acteurs importants du monde de l'économie maritime, par exemple le Grand Port Maritime de Marseille, et bien sûr avec des intervenants côté EDF. En Occitanie, ce prix a été également lancé le 2 février sur l'événement Occitanie Innove qui rassemble un certain nombre d'acteurs de l'innovation et ça s'est passé à Toulouse. Alors, vous retrouvez ici le programme de ce webinaire. Donc, tout d'abord, une introduction par les entités R&D et EDF Renouvelable sur le contexte autour des prix EDF Pulse, donc avec une thématique cette année sur l'éolien flottant en Méditerranée. Donc tout d'abord avec une présentation du sujet du biofouling dans les différentes composantes métiers d'EDF et puis un rappel des enjeux de l'éolien en mer par EDF Renouvelable. Ensuite, il y aura une partie plus de présentation des prix en eux-mêmes, donc quelles sont les entreprises éligibles, quel est le processus, quelles sont les dotations, et puis aussi le périmètre du sujet, hein, puisque ça concerne l'éolien flottant, mais plus précisément le sujet du biofouling. Et on terminera donc par cette session de questions-réponses. Alors, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, vous avez ici les deux sites qui vous permettent de candidater, donc pour la partie PACA ou pour la partie Occitanie. Donc ça, bien sûr, on vous enverra le PowerPoint qui vous permettra d'avoir aussi ces informations sur les bons liens à activer pour candidater. Voilà, et puis je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Blairon, donc chef de groupe au Laboratoire national hydraulique et environnement, et qui va vous parler du sujet du biofouling. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Voilà, si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Je pars du principe que vous m'entendez bien. C'est très bien. Donc voilà, ok, impeccable, merci. Donc moi, voilà, Sylvain Blairon, effectivement, je travaille au Laboratoire national hydraulique environnement de la R&D, donc le centre de recherche de DEF. Et puis, je vais vous dresser très rapidement un panorama du sujet du biofouling, voilà, dans les différentes composantes métiers de DEF et pourquoi c'est un sujet d'intérêt pour nous. Tu peux passer. Alors, j'ai pas la main pour passer les slides, par contre. Ouais, super, merci. Alors, le biofouling à EDF, ou biofouling ou biosalissure, hein, le mot, en fait, il y a un équivalent français, donc je pense que j'enfonce des portes ouvertes en redéfinissant ce que c'est, c'est-à-dire que c'est un encrassement biologique des structures immergées.
Et des structures immergées, bah, EDF on en a beaucoup, parce que une grande majorité de nos sites de production utilisent de l'eau, alors soit pour produire de l'électricité, donc on voit ici à gauche le schéma d'une usine hydraulique, voilà, où on prend de l'eau, donc bah, on a de l'eau naturelle qui vient encrasser les circuits, encrasser les turbines, les prises d'eau. On a aussi un site qui est un peu emblématique sur ce sujet, qui est l'usine un peu qui est unique, mais l'usine marémotrice de la Rance, où là on est sur bah, de l'eau de mer qui vient encrasser fortement enfin, les conduites de l'usine marémotrice. Et puis on a nos usines nucléaires et également thermiques. Alors thermiques, on n'en a plus beaucoup en France, mais on a nos usines nucléaires qui viennent cette fois-ci prélever l'eau dans l'environnement pour refroidir nos systèmes de production via des conduites et des échangeurs. Donc prélever de l'eau dans l'environnement, que ce soit en mer ou en rivière, bah voilà, c'est de l'eau naturelle, donc on va venir encrasser voilà, les prises d'eau, les circuits et les échangeurs, ce qui peut avoir un impact sur la performance. Et puis, bah, le dernier que vous reconnaissez, c'est une éolienne flottante. Donc là, je ne rentrerai pas dans le sujet parce que ce sera développé par la suite. Donc, je laisserai mes collègues en parler. Donc, on a effectivement ce sujet du biofueling qui impacte en fait nos différents sites de production d'électricité. Et tu peux passer au slide suivant, Manon, s'il te plaît. Voilà. Bah, comme finalement c'est un sujet de longue date qui impacte nos sites depuis que bah, on produit de l'électricité avec de l'eau. Donc c'est un sujet qui est traité à EDF voilà, par l'ensemble des entités métiers, c'est-à-dire bah, l'exploitant qui est le premier impacté, mais également les centres d'ingénierie, puis nous, la R&D EDF, avec, via le département laboratoire national hydraulique et environnement. Alors nous, dans notre département, on a environ une centaine de personnes sur des thématiques dédiées en fait aux interactions des ouvrages entre les ouvrages EDF et l'environnement, en particulier l'environnement aquatique, puisque bah, l'environnement aquatique vient, si je peux dire, agresser nos installations avec bah, des problématiques de biofouling, des problématiques d'érosion et bah, on regarde aussi tout ce qui est études de danger avec des problématiques de submersion de nos ouvrages. Et nous, on a aussi un impact sur l'environnement, puisqu'on applique des traitements, voilà, les endroits où vient s'implanter, effectivement, il y a un impact sur l'environnement. Donc, on est vraiment sur cette thématique-là, et le biofouling est une des thématiques traitées. Donc, nos ouvrages de production EDF, voilà, j'en ai dressé très rapidement le panorama de cette précédente. Donc, centrale nucléaire, usine hydraulique, usine marémotrice, puis maintenant l'éolien offshore. Donc, une problématique à la fois eau de mer et eau douce, donc c'est une problématique commune avec bah, des organismes qui sont différents, bien entendu, mais avec finalement quand même des enjeux et une problématique commune, quelle que soit la nature de l'eau, on va dire. Et puis, bah, c'est vraiment un enjeu pour nous parce que ça peut réduire, en fait, impacter fortement et réduire les performances de nos ouvrages de production. Parce que, comme on voit là, sur les photos à droite qui sont un peu effrayantes, bah, quand on a alors là, en l'occurrence, il y a beaucoup de moules qui viennent se mettre sur nos circuits, ben, on peut avoir des débits réduits, et du coup, ça peut impacter la production, voire mettre des tranches à l'arrêt. Et donc, on a des opérations de maintenance qui peuvent être fréquentes et coûteuses, parce que bah, déjà, il faut faire ces opérations. Et puis, quand on a une centrale à l'arrêt, bah, c'est évidemment des pertes financières à chaque jour d'arrêt. Donc, on met en place des solutions de traitement, alors, qui peuvent être de deux types en fait principaux. Donc, des solutions biocides. Donc là, on va venir avec, bah, voilà, on va faire de la chimie pour éviter que ces organismes viennent s'accrocher en fait sur nos prises d'eau, dans nos circuits, ou alors des solutions mécaniques. Donc là, bah, on va tout simplement venir gratter, racler pour enlever ces organismes aquatiques. Donc les enjeux pour nous, en fait, bah, il y en a deux principaux. Alors, malgré le fait qu'on travaille depuis assez longtemps sur ce sujet-là, on est toujours en recherche de solutions alternatives et complémentaires. Donc, pour deux raisons. La première, c'est que bah, la réglementation, en fait, elle est en constante évolution et elle va toujours dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement, donc ce qui est très bien. Mais du coup, on a des problématiques notamment sur nos traitements. Traitements qu'on peut faire aujourd'hui, on ne pourra peut-être plus les faire demain. Donc, toute solution nouvelle, innovante qui peut réduire les impacts sur l'environnement sont les bienvenus. Et puis, bah, le deuxième enjeu, c'est qu'il y a quand même une inconnue sur le réchauffement climatique. Donc, avec le réchauffement des eaux, le biofouling pourrait être un phénomène qui va être amplifié. Et donc, il y a quand même aussi un enjeu sur ce sujet-là. Donc, ouais, des choses à creuser en lien avec le réchauffement climatique. Et puis je terminerai par dire que finalement, c'est une science, nous on le voit un peu comme une science un peu particulière. C'est pas forcément quelque chose qui est enseigné à l'école.
C'est une réunion de plusieurs sciences, donc déjà de la biologie, parce qu'il faut comprendre l'écologie des organismes aquatiques qui viennent s'accrocher, donc voilà, le cycle de reproduction, quelles sont les conditions favorables justement aux accroches, voilà, etc. Et puis après, sur la partie traitement-solution, là, on est plutôt sur des compétences de chimie. Donc, quand on va bien traiter avec des biocides, par exemple, on va être sur la chimie de l'eau ou avec des revêtements anti-fouling, avec plutôt la chimie des matériaux, puis avec aussi les effets écotox qu'on peut regarder derrière. Et puis d'autres choses aussi, hein, par exemple, le traitement d'image, le traitement puis l'intelligence artificielle peuvent être bien sûr des champs de scientifiques qui viennent compléter tout ce qui peut apporter à la résolution de la problématique du biofouling. Voilà, c'est fini pour moi pour cette introduction, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc, on vous propose de noter vos questions dans le chat et puis on les reprendra à la fin lors de la session des questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur Blairon. Et puis, on va passer tout de suite la parole à Thomas Bordonna, donc chef de projet éolien en mer chez EDF Renouvelables, qui va vous parler des enjeux de l'éolien en mer. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que ça Très bien. fonctionne en tout cas. Parfait. Merci à tous déjà. Je vois qu'il y a pas mal de monde connecté, donc c'est déjà encourageant. Je vais faire très rapidement. Moi, de mon côté, l'idée, c'était de dresser un peu le contexte de ce prix, et notamment d'un point de vue EDF Renouvelable. Alors, j'ai juste 2 diapos, puisqu'il y a un contexte qui est très, finalement, relativement court terme, qui est le contexte de Provence Grand Large. Je pense qu'une grande partie là, des acteurs ou des personnes connectées connaissent maintenant ce projet, qui est le premier projet pilote d'éoliennes flottantes de France. Donc c'est une des problématiques, hein, l'intervention précédente parlait de cette problématique du biofouling. On l'aura aussi sur les flotteurs, notamment l'ensemble des structures qui sont immergées sur le projet, sur notre projet pilote. Et donc voilà, ce prix est né aussi de cette problématique que nous devrons surveiller en termes de développement de biofouling, et ce sera un peu plus détaillé dans l'intervention suivante sur les besoins précis. Mais aujourd'hui, donc, on a ce contexte de Provence Grand Large. Donc, pour rappel, hein, on a 3 éoliennes qui sont installées, qui vont être installées pendant cette année 2023 au large du golfe de Fos. Sur la carte, là, le montre bien. On est à peu près à 17 km de cette plage qu'on appelle la plage Napoléon, sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On aura ces 3 éoliennes installées sur des flotteurs innovants à ancrage tendu. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais l'intérêt, c'est qu'on a un flotteur qui est relativement stable et qui est, comme vous le voyez sur l'image de gauche, quasiment entièrement immergé, d'où aussi cette problématique de développement et de potentiel surpoids en phase d'exploitation. Le contexte, alors côté EDF Renouvelable, il est plus large que Provence Grand Large. On travaille depuis des années, et puis on est leader en France sur l'éolien en mer, posé notamment, et on attaque l'éolien flottant avec Provence Grand Large. Et la diapo d'après montre, on a aussi cette vision plus large qui concerne l'appel d'offres qui est en cours. Certains sont aussi informés de cette procédure d'appel d'offres qui s'appelle l'appel d'offres numéro 6, et donc qui vise 2 projets d'éolien flottant de 250 MW, donc à peu près une quinzaine d'éoliennes, à horizon d'installation 2030-2031. Et donc là aussi, ce qu'on sera capable de développer sur Provence Grand Large sera mis à contribution sur ces projets à une échelle un peu plus industrielle, entre guillemets. Donc d'où aussi l'intérêt et la pertinence, enfin, l'intérêt qu'on voyait d'associer nos 2 sociétés qui répondent à cet appel d'offres, donc qui s'appellent Méditerranée Grand Large et Occitanie Grand Large, dans cette procédure, pour justement aussi voilà, pouvoir à terme déployer des solutions innovantes sur ces futurs projets, et de manière sans doute automatisée, pour aussi réduire les coûts, réduire les temps d'intervention. Voilà, donc je ne m'attarde pas plus, et on aura voilà, un détail technique sur les besoins, notamment sur Provence Grand Large, qui sera fait par mes collègues dans quelques instants. Merci. Merci Thomas. Donc, je passe tout de suite la parole à Marion Di Masso. Donc, on arrive dans la partie vraiment description des prix en eux-mêmes. Et donc, Marion va vous présenter tout ça. Merci Manon. Alors, donc moi, je vais vous faire
le point sur les modalités juridiques de candidature. Donc, dans la mesure où nous avons eu certaines questions d'entreprises qui nous demandaient si leur statut juridique leur permettait de candidater, je vais essayer de lever les doutes et de faire le point là-dessus. Alors maintenant, je te laisse passer à la slide suivante. Merci. Donc, comme l'a rappelé Thomas, nous recherchons des entreprises avec des solutions techniques nouvelles et innovantes pour nous aider à comprendre et à gérer la problématique de l'encrassement biologique autour des flotteurs. Donc, à qui s'adresse ce prix? Donc, aux entreprises répondant à la définition de micro, petites et moyennes entreprises autonomes, donc au sens de la recommandation 2003-361 CE. Donc, tout ça, c'est plutôt compliqué. Vous retrouverez directement ces points dans le règlement, dans le point 3.1 du règlement. Il faut également que l'entreprise soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou s'engage à l'être au plus tard au 30 mars 2023. Et il faut obligatoirement que l'entreprise soit domiciliée son immatriculation soit domiciliée au registre du commerce et des sociétés en France métropolitaine. Donc, quelle spécificité pour les porteurs de projets? Ils devront attester du caractère innovant de leurs entreprises. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs points qui vont être rappelés, qui sont rappelés et détaillés bien spécifiquement dans le règlement, dans la partie 3.2, pardon. Donc, par exemple, pour ce faire, les porteurs de projets peuvent être parrainés par un expert issu du domaine de l'innovation ou du domaine correspondant à la thématique des prix EDF Pulse éolien flottant en Méditerranée ou répondant à l'un des critères suivants. Donc, par exemple, avoir un statut juridique ou fiscal attestant du caractère innovant de l'entreprise. Donc, ça peut être, par exemple, une jeune entreprise innovante, une jeune entreprise universitaire. Par exemple, avoir été labellisé ou primé par un organisme régional ou national, comme la labellisation d'un projet par un pôle de compétitivité, le lauréat d'un concours, avoir été sélectionné par un incubateur ou un accélérateur de renommée nationale régionale. Donc tout ça, c'est des points, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous ces points en particulier. C'est vraiment, si vous répondez à un de ces points, ça prouve que vous êtes une entreprise innovante et donc vous pouvez candidater. Et vous pouvez également, par exemple, avoir obtenu une subvention ou un financement d'organismes validant le caractère innovant du projet. Donc, par exemple, subvention européenne, ADEME, BPI, France. Donc, tout ça, c'est clairement indiqué dans le règlement. Dans la partie 3.2, donc vous trouverez le lien directement ici sur le slide. Et sinon, c'est directement sur la plateforme EDF, dans les fichiers relatés aux nationaux, vous tapez éolien flottant en mer Méditerranée, prix Pulse 2023 et vous tomberez directement sur les règlements. Donc, pourquoi ce ciblage? Car nous recherchons à valoriser les entreprises œuvrant dans l'innovation du secteur de l'éolien flottant, qui est un secteur qui tend à s'étendre de plus en plus. Donc, en effet, comme l'a rappelé Thomas, par exemple, grâce à l'AO6, il y a un appel d'offres entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Occitanie se sont mis ensemble pour répondre à l'appel d'offres numéro 6. Donc maintenant, je te laisserai passer à la slide précédente. C'est pourquoi cette année, nous avons vu large. Nous n'avons pas choisi de faire qu'un seul prix. Nous avons décidé d'en remettre 3. Donc, il y aura 3 prix. Un prix, donc 2 prix coup de cœur. Un prix coup de cœur pour une entreprise de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui recevra une dotation de 7 500 €. Et pareil, un prix coup de cœur pour une entreprise de région Occitanie qui recevra également une dotation de 7 500 €. Ces entreprises auront également l'opportunité d'échanger avec les équipes d'EDF ou de ses filiales intéressées pour contribuer à la maturation de leurs projets. Et il y aura également un relais vers les acteurs d'innovation nationale. Par exemple, les prix EDF Pulse permettent d'avoir accès au réseau Alumni et au réseau Pulse Ventures. Et donc, il y aura un prix également à l'échelle nationale. Donc ça, c'est pour vraiment avoir un ancrage à l'échelle nationale et valoriser toutes les entreprises innovantes dans le secteur de l'éolien flottant et notamment dans la maintenance sous-marine de l'éolien flottant en lien avec la gestion du biofouling. Donc, cela a vraiment pour but de valoriser ce secteur-là. Et donc, le premier prix sera décerné à une entreprise peut-être qui aura une innovation plus mature que les 2
autres et donc recevra une dotation de 10 000 €, mais aura également l'opportunité, alors aura peut-être l'opportunité de tester son innovation sur les éoliennes de Provence Grand Large, si son innovation est assez mature et le permet. Alors, maintenant je te laisse, merci beaucoup. Donc je vais vous rappeler brièvement un peu le calendrier du prix. Donc comme ça vous a été rappelé par Manon précédemment, il y a eu le lancement du prix le 30 janvier. Donc aujourd'hui, le 10 février, c'est le webinaire donc qui va permettre de poser plein de questions, de lever tous les doutes. Et donc si vous en avez encore, faut pas hésiter à nous envoyer des questions, on pourra y répondre dans la FAQ du site. Le 14 février, donc il y a la rencontre au Business Innovation Center de Montpellier, organisée par la Direction Action Régionale Occitanie, qui va permettre de rencontrer directement les entreprises du territoire. Donc là, ce ne sera pas sous forme de webinaire, ce sera vraiment sous forme de présentiel. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment le 14 février, c'est de 9 h à 10 h 30 à Montpellier. Et le 14 mars, ce sera la fin des dépôts de candidature. Le 18 avril, on aura le comité de sélection qui va se regrouper et donc à partir de mi-avril, vous aurez des retours sur si nous vous avons retenu votre entreprise ou non. Et le 10 mai, au salon FOUT, qui est le salon de l'éolien flottant mondial, donc à Nantes, il y aura la remise des prix. Voilà, donc c'est vraiment une réelle opportunité pour chaque entreprise de s'ancrer dans le secteur de l'éolien flottant, qui est un secteur qui tend à évoluer très, très rapidement. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et nous vous rappelons également qu'il y a un règlement qui liste tout ce que je vous ai cité et que vous trouverez facilement sur notre plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Donc là, on va plutôt aborder le périmètre du sujet, vraiment, et puis les solutions attendues, avec deux personnes qui représentent EDF Renouvelables, Emma Gouze, chef de projet environnement énergie marine, et Roland Barthélémy, chef de projet maintenance du site PGL. Bonjour. Alors, mon collaborateur Roland ne pourra pas se joindre, donc je prendrai les points pour lui dans la mesure du possible. Donc, je vais vous parler des enjeux que nous avons donc pour l'offshore sur la base tout d'abord de quelques photos que je vous propose. Donc nous avons, c'est pour vous donner une idée de la biocolonisation de nos ouvrages en mer, à la fois sur le parc éolien de Saint-Nazaire en haut et sur le parc éolien en mer de Fécamp, sur les photos du bas. Donc les enjeux pour nous, et que ce soit sur le flottant ou l'éolien qui soit fixé, c'est bien de surveiller, de faire de la surveillance, de l'inspection sous-marine de nos ouvrages. Et dans le cas tout particulier de l'éolien flottant, il s'agit de surveiller et de vérifier la bonne flottaison de nos systèmes et vérifier aussi la résistance des structures à l'hydrodynamique locale, puisqu'en fait, avec le développement de cette biocolonisation en surface de nos ouvrages, en fait, ça vient modifier les interactions des structures avec la courantologie locale. Donc, pour nous aider à faire ces vérifications-là, on a besoin donc de faire de l'inspection sous-marine et aussi donc de déterminer aussi, dans les cas les plus sévères, de déterminer la fréquence optimale pour, si besoin, définir des interventions de nettoyage de ce biofouling-là. Donc, le besoin, c'est bien de suivre la dynamique de biocolonisation des structures immergées et de le suivre à la fois dans le temps et de le suivre aussi dans l'espace, de nous aider à répondre aux questions, quelles sont les espèces qui sont présentes, quelles sont les surfaces qui sont couvertes, souvent dans des grandes profondeurs dans le cas de la Méditerranée, en tout cas jusqu'à 100 mètres de profondeur, quels sont les volumes que cela représente et les biomasses. Voilà, ça va nous aider on a besoin de progresser sur ces questions-là. Et aussi,
quels sont les facteurs environnementaux qui favorisent ou au contraire défavorisent le développement du biofouling en fonction voilà, de l'accès à la lumière, l'accès à la ressource alimentaire dans la colonne d'eau, etc. Donc voilà, c'est vraiment les questions que l'on se pose et nos grands enjeux. Donc, sur la slide suivante, nous précisons donc les critères, en fait, ce que nous recherchons en termes d'innovation. Donc, il s'agit donc effectivement donc, de venir inspecter les ouvrages qui sont immergés en pleine mer, donc sur des profondeurs qui peuvent aller de 80 à 110 mètres de profondeur et aussi au large en fait. Il s'agit là d'aller au-delà des 6000 nautiques. Donc on est vraiment dans un contexte voilà, d'océanographie et plus tant de milieux côtiers au niveau des ports. Là, vraiment, on part offshore. Et donc, aussi, c'est pour ça qu'on vous invite, quand vous présentez vos solutions innovantes, à présenter également le schéma un peu que vous envisagez en termes de déploiement en mer dans les conditions réelles de ce qu'implique en fait le milieu du large en fait. Nous favoriserons des systèmes qui n'impliquent pas de mise à l'eau, en tout cas de plongeurs ou de scaphandriers à ces distances-là de la mer. Donc nous cherchons des systèmes qui permettent de collecter des photos et des vidéos, de faire donc de l'enregistrement et ou de la visualisation pardon, en temps réel. Et donc d'associer ces photos, en fait, d'être capable de les répertorier et d'associer un positionnement dans l'espace à la photo. Donc il s'agit d'être en capacité de se déplacer et de se positionner dans l'espace, donc X, Y, Z, c'est-à-dire voilà, dans toutes les directions, en temps réel ou de façon préprogrammée. Et donc d'aller faire cette inspection-là dans toutes les dimensions. Pour la collecte de photos et de vidéos, tous les systèmes qui aident à dimensionner la surface de prise de vue, en tout cas à attribuer une échelle sur la photo. Si vous avez voilà, des systèmes qui aident à faire ça, donc voilà, soit par contrôle de distance à la prise de vue, soit par un post-traitement de l'image. En tout cas, ça nous aide aussi, ça aidera surtout le volet scientifique ou en tout cas technique qui vise à estimer les biomasses et les volumes de la biocolonisation qui est observée. Nous sommes intéressés également par des systèmes qui peuvent faire des prélèvements de biocolonisation sur des surfaces précises, donc c'est-à-dire d'avoir un peu un contrôle sur, voilà, sur la surface qui est raclée, pour être en capacité aussi de ramener une biomasse à une surface. Nous sommes intéressés aussi pour des systèmes qui aident à nettoyer, à enlever la biocolonisation, mais sur des surfaces relativement importantes, c'est-à-dire plus de 20 mètres carrés, et cela aussi sur des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 40 ou 50 mètres. Voilà, si vous avez proposé aussi des services qui permettraient de collecter d'importants volumes de matière organique qui seraient issus justement du nettoyage dont on vient de parler pour donc à des fins de traitement ou avec une possibilité de valoriser aussi cette matière organique dans une filière qui reste à déterminer. Voilà, surtout, n'hésitez pas à proposer vos solutions. Et donc voilà, tout le volet aussi agrégation des données, des photos, des vidéos qui sont enregistrées sous l'eau avec la donnée spatiale, on en a parlé aussi un petit peu précédemment, mais voilà, tout ce qui est géoréférencement des photos, des vidéos, c'est un point qui est assez important pour nous. Et puis voilà, enfin, on rappelle aussi que c'est vraiment
L'objectif, c'est bien d'être en capacité d'opérer sur site dans des conditions de vagues et de courants variés et de sorte à vraiment limiter les interruptions des campagnes offshore. Donc voilà, c'est une vraie, aussi un regard qui sera porté vraiment sur le côté, le, le degré voilà, de la faisabilité opérationnelle de la mise en œuvre des technos et des solutions qui seront proposées. Donc voilà, pour les éléments sur les critères. Voilà, ça c'était vraiment pour spécifiquement APGL, pour illustrer peut-être la structure de notre flotteur, donc qui est tout à fait particulier en fait sur PGL, hein, qui est principalement sous l'eau et qui ressemble à un treillis métallique en fait, vous voyez, et qui est à ancrage à ligne tendue et qui a la grande particularité d'avoir une très faible emprise sur les fonds marins. Donc voilà, je pense que ça peut servir de base de discussion pour les discussions qui viennent, mais ça vous donne voilà, une idée sur la structure telle qu'elle existe et pour des idées de dimension aussi à la base du flotteur. En tout cas, la dimension entre les deux bouées latérales en base de flotteur, elle est de 80 mètres et notre flotteur fait à peu près 45 mètres de haut. Donc, pour ceux qui habitent dans la région de Fos, vous avez la chance de pouvoir les observer depuis la route sur les chantiers d'Eiffage. En ce moment, ils sont en train de construire, en train d'être finalisés. Donc voilà. Si vous avez des questions. Oui, ben on arrive, merci beaucoup Emma pour cette présentation. On arrive en effet à la partie session questions-réponses. Alors, soit on commence par les dernières questions justement pour Emma, qui s'adresse à Emma. Donc, par exemple, Monsieur Fiorucci qui pose la question de la durée d'une campagne d'inspection et de surveillance. Alors, donc nous, on n'a pas de prescription, en fait. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, votre solution, proposez-nous quelque chose. Vraiment, c'est vous qui nous dites, en fonction de la solution que vous proposez, combien de temps vous avez besoin en mer pour la mettre en œuvre. En tout cas, nous, en termes d'inspection, évidemment, ce sera des inspections qui se répéteront dans le temps pour venir suivre la dynamique de colonisation. Sauf si vous nous proposez, je dis n'importe quoi, un système qui reste en place et qui est autonome. Je dis n'importe quoi, là, vraiment, dans le champ de l'innovation, on peut, voilà, toutes les propositions que vous pourrez nous faire, voilà, on ne verrouille rien, en tout cas, voilà, c'est ça. On ne donne pas plus de prescriptions que ça. Merci. Deuxième question du Lémar. Quelle est la fréquence actuelle des nettoyages et quel est le volume de biomasse à collecter et à traiter? Alors, aujourd'hui, donc, j'ai difficile de répondre à cette question. Sur PGL, nos flotteurs ne sont pas à l'eau. Donc, dans les cas particuliers de nettoyage que nous rencontrons à ce jour, puisque vous savez que c'est très, très nouveau, en fait, hein, c'est depuis très récemment qu'on a on a des éoliennes qui sont en mer. Il est question de laisser faire l'écosystème s'installer et on voit que de suite, c'est colonisé et que la vie se développe autour des éoliennes fixées, c'est relativement rapide. Donc les besoins sur le fixé, pour un moment, le nettoyage, ça a été plutôt, j'allais dire, très localisé, par exemple, pour permettre l'accès aux bateaux sur l'éolienne, c'est-à-dire dans de très bonnes conditions de sécurité et permettre au personnel de débarquer sur l'éolienne dans des conditions, voilà, d'éviter tout risque de glissade. Donc on est vraiment dans le domaine euh, dans le domaine du posé, on est vraiment sur du nettoyage très ponctuel, voilà, pour assurer la sécurité du personnel. Dans le flottant, il faut savoir que nos flotteurs ont été designés et en intégrant ce développement, ce, ce développement de biofouling. Donc, a priori, donc, c'est sur des bases d'ailleurs
d'éléments qui viennent de la recherche académique ou des observations qui ont été faites aussi sur l'offshore, j'allais dire plus donc pétrolier, etc. On a une idée de la biocolonisation et de la dynamique, et les calculs ont été faits comme ça pour dimensionner les flotteurs. Donc là, on n'est pas encore dans l'immédiat, on pense qu'on n'aura pas besoin de nettoyer à l'échelle du flotteur de PGL, hein. Donc, mais malgré tout, cette question reste posée et on doit travailler dans un premier temps à l'inspection et on va être amené petit à petit à voir s'il y a un risque, donc besoin de nettoyer à des très grandes échelles. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous questionne sur ces sujets-là. Donc on va vraiment sur des surfaces qui vont de quelques mètres carrés c'est pour ça on est allé jusqu'au-delà de la dizaine de mètres carrés. Voilà, on est à peu près sur ces sujets-là, avec un vrai sujet sur la biocolonisation des substrats qui sont plutôt durs. On sera aussi, on est preneur aussi de votre retour d'expérience et de votre connaissance justement de la résistance des substrats durs comme ça, au nettoyage. Merci. Autre question de Madame Chex. Pour les critères, je ne pense pas vous avoir entendu parler de la prévention du biofouling. Est-ce que c'est également un critère qui entre en compte? Enfin, je pense que c'est une question pour l'éligibilité de solutions innovantes qui entreraient dans le cadre de la prévention. Bon, là, on est vraiment, je sais, alors ça, c'est une question compliquée. Est-ce qu'on peut élargir à ces solutions-là? C'est-à-dire que, oui, je dirais que pourquoi pas. L'objectif pour nous, c'est ça, c'est de pas du tout aller, en fait, en termes de design, on sait que nos structures telles qu'elles sont immergées, elles vont être colonisées. Donc en termes de fabrication, maintenant, on ne peut plus appliquer des solutions, j'allais dire, qui existent de revêtement, de rajout de revêtement, je veux dire, nos flotteurs sont terminés en termes de fabrication, on ne pourra rien venir rajouter dessus. Donc voilà, c'est pareil, c'est difficile pour moi de donner des prescriptions puisqu'on est quand même sur quelque chose on est vraiment sur quelque chose qui vise l'innovation. Donc je ne veux pas verrouiller complètement oui, je veux pas verrouiller complètement des sujets. Ok, ben c'est clair. Ça peut aussi, enfin, là je parle dans le contexte pôle de compétitivité, mais c'est aussi des sujets qui peuvent faire l'objet de projets de R&D. Si jamais le cadre n'est pas celui des prix EDF Pulse cette année, c'est des sujets qui peuvent être regardés aussi autrement, quoi. Une question de Monsieur Allaire de Ship as a Service. Avez-vous des attendus en termes de livrables pour les scopes d'inspection? Alors, dans des attendus en termes de livrables, c'est-à-dire que là, dans le cadre du concours, vous présentez votre solution innovante. Donc, le livrable, c'est la présentation de votre solution. C'est qu'est-ce que vous nous proposez, quelle est votre solution, comment vous allez pouvoir aider aux réponses que nous avons posées. Donc là, on en est là à ce stade-là. Après, si on rentre sur le prix, je suppose, donc le prix qui nécessite oui, à venir, si vous embarquez, si vous gagnez le premier prix et que vous embarquez avec nous sur PGL, oui, bien sûr, on vous demandera effectivement de nous faire un compte-rendu oui, sur ce que vous déployez, si ça a bien marché, quels sont vos résultats. Oui, bien sûr, en termes d'efficacité ou pas. Donc, oui, là, on attend pour celui qui embarque avec nous une relation un peu privilégiée. Et voilà, il ne s'agit pas que vous veniez sur PGL et que vous testiez voilà, votre système sur PGL
sans créer plus d'interaction pour nous, c'est pas ce qu'on souhaite en fait. On veut, vraiment créer un lien et voir, oui, participer au développement aussi de la solution. Et donc là, on parle bien du prix du jury qui est Oui, national avec le une premier ouverture prix, vers une expérimentation tout possible à fait. sur PGL. Mhm. Justement, je pense que c'est sur ce même aspect, Monsieur Pérez pose une question sur alors si les expérimentations sur site du lauréat sont conformes et répondent à vos enjeux, est-il prévu de contractualiser avec l'entreprise? Alors à ce stade, on ne prend aucun engagement de contractualisation. Là, on est dans le cadre de EDF Pulse, ce qui est assez différent j'allais dire du projet Provence Grand Large en lui-même. Ce sont deux choses différentes en fait. Donc, mais en tout cas, oui, ça vous donne accès à des interlocuteurs du projet industriel et un accès facilité à tous finalement, hein, à tous les participants. Donc finalement, c'est un peu ça, vous gagnez en visibilité pour ce monde industriel-là, mais en tout cas, en aucun cas, ça ne garantit euh, euh, parce qu'il y a des appels d'offres qui seront menés en bonne et due forme dans un cadre industriel, j'allais dire habituel. Donc voilà, ce n'est pas engageant d'un point de vue contractuel pour nous, le prix Pulse, en fait. Voilà. Il faut bien séparer les choses. C'est très clair. Une question de Monsieur Bomboire de Nautilus Plus. Les critères couvrent un large spectre de problématiques. Oui. Une partie ne... Alors, s'il y a une solution qui vous est proposée qui répond à une partie des critères seulement, est-ce que c'est possible et est-ce Oui. que des consortiums peuvent se constituer pour répondre à l'ensemble? Alors, donc oui, dans les critères, c'est et ou. Donc en fait, là, c'est vrai que nous, on a nos limites, on a exprimé on s'est exprimé, voilà, on a exprimé nos rêves d'une telle sorte. Après, oui, si vos solutions impliquent, votre solution finale, c'est d'agréger les compétences de plusieurs experts indépendants pour proposer une solution finale, j'ai envie de dire oui, si et seulement si elle rentre dans le cadre du règlement tel qu'il est écrit. Voilà, c'est juste ça. À la fin, d'un point de vue technique, j'ai envie de dire oui, mais après, voilà, il y a le cadre plus administratif qui est celui du règlement. Donc voilà, trouver la bonne formule pour rentrer dans ces cases-là. Alors, je crois qu'Anne-Sophie Cochelin souhaite compléter. Oui, Bien peut-être sûr. en complément, donc moi je travaille à la direction régionale, hein, dans la même équipe que Marion. Effectivement, vous pouvez répondre à tout ou partie des critères. Vous pouvez vous associer pour répondre. Par contre, il faut rester dans une forme juridique qui correspond à ce qui est indiqué dans le règlement, exactement ce que vient de dire Emma. Notamment, nous ne pourrons remettre un prix qu'à une société unique qui est déclarée au registre du commerce. Donc après, il y a plusieurs façons de vous associer. Ça peut être via de la sous-traitance, ça peut être en montant ensemble une société de projet. Là, c'est à vous de voir voilà, la façon dont vous voulez travailler ensemble. Mais nous ne pourrons récompenser qu'une seule entreprise juridiquement parlant. Merci pour ce complément. Il y a une autre question sur un critère d'éligibilité pour les entreprises. Est-ce que le concours est aussi ouvert aux ETI, donc les établissements de taille intermédiaire, ou véritablement limité aux PME? Alors là, c'est pareil, on a un cadre, hein, en fait, ce concours Pulse nous fixe, un cadre et dans ce cadre, on se limite, aux, micro, petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361 CE, hein, qu'a cité Marion tout à l'heure et que vous retrouverez dans les slides. Donc c'est un choix qui a été fait dans le cadre de ce concours d'aider et de soutenir ces petites et moyennes entreprises et c'est pour ça que, dans le cadre de ce concours, les ETI, ne sont pas ciblés.
Après, vous avez vu des experts en face de vous, d'EDF R&D, d'EDF Renouvelable. On peut tout à fait discuter hors de ce concours sur des solutions qui seraient intéressantes et avec lesquelles on pourrait avoir envie de discuter plus profondément et de collaborer. Donc, dans le cadre de ce concours, non, on n'est pas ouvert aux ETI. Par contre, dans le cadre du sujet global sur l'éolien flottant et du sujet global sur le biofouling, le groupe EDF reste à l'écoute de toutes les propositions que les ETI sauront nous faire, bien évidemment. Merci. Alors, je crois qu'il restait une dernière question. Est-ce qu'on peut proposer plusieurs sujets et sur les deux façades PACA Occitanie? Ou est-ce que c'est une seule candidature? Alors là, normalement, la règle, c'est une seule candidature. Alors, je ne suis pas sûre de forcément bien comprendre la question. En fait, ça voudrait dire que vous auriez deux solutions innovantes qui seraient différentes en fonction de la façade. Voilà, si c'est une solution innovante qui s'applique aussi bien sur des éoliennes flottantes qui seront dans le cadre de Provence Grand Large implantées sur fosse et dans le cadre de l'A6 qui pourrait être implantée soit en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit en région Occitanie, c'est effectivement une seule candidature. Mais je ne suis pas complètement sûre qu'on ait bien compris la question, donc peut-être que la personne qui l'a posée, si jamais je n'ai pas bien répondu, qu'elle n'hésite pas à prendre la parole pour préciser. Oui, Sébastien Taurin, si tu souhaites prendre la parole ou si ça répond à ta question. Oui, vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, ma question, c'était de savoir si on a une solution innovante qui peut s'appliquer aussi bien pour l'Occitanie que pour la région PACA. Comment est-ce qu'on peut le déposer sur les deux façades ou est-ce qu'il faut choisir de toute façon une seule façade? D'accord. En fait, il n'y a pas un prix par façade. Il y a un prix de façon globale auquel vous allez répondre en proposant votre solution. Et dans l'ensemble des solutions qui seront proposées, nous, on va faire un tri entre les solutions qui sont très matures, assez proches de la commercialisation finalement, qui pourront du coup prétendre au prix du jury, et puis des solutions qui pourraient être un peu moins matures. Et c'est certainement dans ces solutions-là qu'on ira désigner un coup de cœur Provence-Alpes-Côte d'Azur, un coup de cœur Occitanie. Et le coup de cœur, il est basé sur l'endroit où est domiciliée votre entreprise, en fait. Donc, si vous êtes une entreprise domiciliée à Marseille, soit vous êtes sur une solution mature et vous pouvez du coup prétendre au Grand Prix du jury, soit vous êtes sur une solution peut-être un peu moins et vous pourriez prétendre à ce prix coup de cœur PACA puisque vous êtes domicilié en PACA. Pour autant, les solutions que vous proposez, puisqu'on a bien donné le cadre, c'est Provence Grand Large dans un premier temps, mais c'est aussi l'appel d'offres numéro 6 dans un deuxième temps. Donc les solutions que vous proposez, on espère qu'elles seront applicables aussi bien sur des fermes en PACA que des fermes en Occitanie. Est-ce que ça répond mieux à votre question? Oui, très bien, j'ai bien compris. Bon, j'avais posé la question aussi en termes de ETI, création et un ETI, donc on ne répondra pas à ce concours, mais on reviendra sans doute vers vous, puisqu'on a des solutions possiblement justement d'anti-fouling. On travaille dessus, mais on le fera par un autre biais. Avec Du coup, plaisir. Avec plaisir. merci à vous. Merci. Alors, il reste une question. Les solutions déjà commercialisées dans un contexte offshore flottant sont-elles éligibles? Oui, si tant est qu'elles répondent à tous les critères dans le règlement, relisez bien le règlement sur le caractère innovant de l'entreprise. Mais a priori, moi je dirais oui. Emma, on On t'entend ne vous pas. entend pas, Emma. Je je pense effectivement, dans toutes les propositions qui nous seront faites, il y aura une vraie variabilité dans le degré de maturité de vos solutions. Entre ceux qui, effectivement, ont déjà des choses qui sont, j'allais dire, sur étagère ou un peu confrontés à la réalité, et puis ceux qui sont au stade de l'innovation, de la création, qui n'ont pas encore déposé un brevet ou des choses comme ça. Donc, et d'ailleurs, c'est ça, d'ailleurs, donc les solutions qui sont au stade de développement, donc, il y a très peu de chances qu'elles soient dans les délais pour venir d'ailleurs expérimenter grandeur réelle sur PGL. Donc finalement, elles
elles ont plus finalement, elles ont plus des besoins de développement et des besoins d'avoir encore un peu de temps pour développer. Et donc, elles rentrent plutôt dans les catégories de coups de cœur, en fait. Voilà, celle qui embarque sur PGL, elle a un degré de maturité qui est plus avancé. Donc oui, si vous avez quelque chose qui est commercial et que vous avez déjà testé ailleurs, qui répond à ces questions, voilà, aux questions qui ont été posées, à nos enjeux, oui, proposez-la. Mais c'est surtout ça, c'est vraiment que si vous avez aussi des idées qui sont aussi vraiment, là on est vraiment aussi sur l'innovation. Si vous avez des projets qui sont vraiment au stade de développement et que vous devez, voilà, et sur lesquels vous avez besoin d'un coup de pouce, soit par la lumière, une mise en lumière, ou le coup de pouce, le prix en lui-même, pour poursuivre vos développements sur un volet plus de recherche. Voilà, le prix vous est aussi dédié, en fait. Et surtout, l'innovation. Merci Emma. Alors, je crois qu'on a balayé toutes les questions qui ont été posées par le chat. N'hésitez pas. Ah ben voilà, une nouvelle question. Pour le lauréat, à quel horizon imaginez-vous la démonstration sur site? Hmm. C'est compliqué à dire. Donc, on va déjà construire. Hein. On construit cet été. On les construit déjà, mais on va les installer en mer. Et puis, on va les installer cette année. Et puis, donc voilà, je pense que là, sur le volet plus, voilà, c'est quand on embarque, quand est-ce qu'on y va? Vous me prenez un peu au dépourvu. J'ai pas de date exacte à laquelle on peut parler de, mais en tout cas, des inspections en mer, il y en a qui vont être réalisées déjà justement pour contrôler la bonne installation de nos ouvrages, etc. Dès la première année, dès que les éoliennes sont installées, dès la première année. Donc voilà, si vous avez des choses à tester, même la première année, donc à l'été 2024, au plus tôt, voilà, on est à peu près sur ces calendriers-là. Je pense qu'on n'ira pas tester la solution au mois de janvier 2024. Je pense qu'il faut être réaliste. Donc, on est plutôt sur des campagnes plutôt voilà, d'inspection plutôt voilà, à l'été 2024, je pense. Mais c'est difficile pour moi d'être voilà, sans pour autant m'engager sur la réalité opérationnelle. Voilà, à ce stade, c'est compliqué de figer, de graver cette date dans le marbre. Ok, une question qui est plutôt, enfin c'est une remarque, mais qui pourrait être tournée comme une question. Est-ce que vous cherchez plutôt une solution de service clé en main plutôt qu'une technologie en particulier? Mais je pense à, ouais, vraiment, c'est les deux, vraiment, c'est ça. La solution clé en main, c'est comme il me semble voilà, avoir un peu évoqué ces points-là précédemment. C'est vraiment les deux volets nous intéressent, à la fois les solutions clés en main et à la fois les solutions. Si vous les replacez, si vous avez qu'un bout de la solution, vous pouvez aussi évoquer le fait, enfin, l'association avec, je ne sais pas, des moyens nautiques. Et si vous n'avez pas personnellement des moyens nautiques, enfin voilà, si vous avez une solution, je vais dire oui, juste un appareil ou un développement informatique, un traitement, un post-traitement, des choses comme ça. Je pense que ça rentre quand même, ça rentre complètement dans le, dans le prix, en fait, dans ce prix Pulse. Très bien, bah, merci. Je crois qu'on arrive. Alors, non, encore une question. Avec qui est-il possible d'échanger sur l'éligibilité technique de notre produit de prévention, s'il vous plaît? Alors, à ce stade,
je pense qu'on ne pourra pas consacrer d'entretien avec tous les les porteurs de projets. Ça me paraît très très compliqué. Donc, Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le dossier n'est pas très compliqué à remplir, hein. Vous avez en gros 2 pages à remplir, donc voilà, n'hésitez pas à candidater directement. Les solutions transiteront par les bonnes personnes, dont Emma, bien sûr, voilà, pour être évaluées. Et je me Ah. permettrai de rajouter, n'hésitez pas à candidater aussi assez tôt, parce que plus on a de temps pour analyser les dossiers, plus ça permet aussi de revenir vers vous si jamais il y avait des questions ou des points qui n'étaient pas suffisamment commentés dans le dossier. Donc, n'attendez pas le dernier jour pour candidater, mais n'hésitez pas, voilà, à candidater tôt, ce qui laissera le temps de revenir vers vous si jamais on avait des questions de compréhension par rapport à votre solution. Oui, après, mes collègues ont éteint leur caméra, mais c'est-à-dire que je ne serai pas la seule à analyser, enfin, en tout cas, à porter le regard et à être en capacité à répondre à toutes ces questions. Et donc voilà, derrière, il y a toute une équipe. Très bien, merci à tous. On arrive au terme de ce webinaire. Alors, sur cette dernière slide, vous retrouvez les 2 sites sur lesquels candidater. Donc, pour des solutions plutôt, enfin, pour des entreprises plutôt basées en Occitanie, vous avez le site. Pour des entreprises basées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez également le site. Et vous retrouvez ici le lien dont je vous avais parlé pour, si jamais des questions émergent après ce webinaire, vous pourrez les poser directement dans la foire aux questions qui reprendra les questions-réponses qui ont été posées aujourd'hui. Donc, merci à tous les participants. Merci aux équipes d'EDF de leur intervention. Et puis, je laisse peut-être le mot de la fin à Anne-Sophie ou aux équipes d'EDF pour vous saluer. Oui, je vais faire le mot de la fin et mettre ma caméra. J'avais une mauvaise connexion, donc je ne l'ai pas mis avant. Merci à tous pour votre présence et merci à Manon pour l'animation. Merci également à tous ceux qui sont intervenus. On espère voilà, que vous candidaterez nombreux. Ce prix innovation, pour nous, c'est une façon d'aider, vraiment d'accompagner des entreprises qui proposent des innovations sur le territoire. Mais au-delà de ce concours, on a voilà, un fort intérêt à partager avec tout l'écosystème autour de l'éolien flottant. Donc, vous avez vu pas mal de gens aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Et voilà, soyez nombreux à candidater. On sera ravis d'analyser vos dossiers. Et on espère qu'on détectera de très belles innovations. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.